ça changeait des conneries je te dis, de Carlos, Johnny Hallyday, de Jean-Jacques Goldman, etc. Là, c'était d'autres trucs. Et vu que ça venait des États-Unis et pas de la France, c'était un problème. Et pour eux, il y avait encore ce baratin là, New York, Washington, etc., etc. Oh, les Noirs débarquent. Mais il y a toujours eu des Noirs ici. Putain, merde, ça fait 400 ans qu'il y a des Noirs ici. Tu sais, il y a un moment où ça va. Mais on parle d'une époque où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet. Enfin, tu vois, c'est loin, 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 quoi. Et, à l'époque, le rap, ça arrive en France, quoi. Ça a été un mouvement qui nous a été amené par les Américains parce que nous, on n'avait pas à l'époque de référence noire qui nous représentait. Donc, on s'est forcément rattaché à la référence américaine, c'est la seule qu'on avait. Des gens qui vivaient nos problématiques, qui avaient des réussites aussi, et ça nous rendait fiers, tout simplement. Donc assez normalement, on a suivi ce mouvement quand Africa Bambaataa l'a amené dans un premier temps. C'était un mouvement fédérateur et qui rassemble les gens, dans la mixité. Il fait que grâce à la musique, grâce à la culture, les gens se sentent vivants et ils manifestent plus directement leur mécontentement contre tout système. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 19. Cette semaine, émission Amitié, Passé et Embrouille. Aujourd'hui et demain, les jeunes seniors sont aussi les jeunes cons qui errent sur une putain de zone. Tel un contingent anonyme, que vont-ils devenir en attendant le bop de la dernière chance? Allez les gars, direction le bal ce soir, marchant comme des soldats perdus durant leur week-end sauvage où ils ont beaucoup de liberté, de Jaurès à Stalingrad. Ils cherchent une cause à rallier, mais les points du destin, quand ils frappent, ils font mal, et malheureusement rien n'a encore changé. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'un panachage de chansons de La Souris déglinguée. Nous allons parler ce soir d'un film sorti la semaine dernière, réalisé par Jimmy Laporal Trésor, Les Rascals. Et ensuite, nous parlerons d'un film édité en Blu-ray chez Spectrum Film de Junta Yamaguchi, Beyond the Infinite 2 Minutes. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le Doc Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour remonter à une époque que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître ou non pas ça connu. va quoi, enfin, c'est bon, un peu de respect. T'as moins de 50 ans. Mais oui, mais j'ai connu moi les années 80. Bon, j'ai pas connu les skins et tout ça. Mais nous en reparlerons. J'étais trop petit. Mais donc voilà, et donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Les agendas locaux. Donc pour commencer, demain au Tambour, c'est la reprise des projections du deuxième semestre sur le campus de Rennes 2 avec une soirée cinéma, place aux stars, avec à 18h le surchef-d'œuvre de Satoshi Kon, Millennium Actress, qui passe trop rarement en salle, et à 20h30 donc le classique des classiques de Billy Wilder, Boulevard du Crépuscule aka Sunset Boulevard. Alors Thibaut, are you ready for your close-up? Très, très beau double programme. Oui, en tout cas très bien et très cohérent pour le coup. Effectivement. Sinon, à l'Arvor, ce dimanche à 11h, dans le cadre de Cinévorax, vous pourrez voir ou revoir à 11h Wall-E de Andrew Stanton, je crois qu'il est. Oui, c'est ça, voilà. Un des derniers grands films de la firme Pixar, qui depuis quelques années est en grosse perte de vitesse, on va dire. Et sinon, après, à 16h au Champ Libre, il y a une projection, une rencontre autour de Jean Rouche, qui sera animée par Gilles Molic de l'Université Rennes 2. Voilà, sinon il n'y a pas grand-chose d'autre dans le local, je crois. Il y a ce samedi prochain l'avant-première du nouveau film de Spielberg qui sort dans un mois, à la fin du mois de février, mais donc nous en reparlerons en temps voulu bien évidemment. Et au rayon agenda national, pas beaucoup de trucs, mais quand même un film au moins qui nous intéressera, dont nous parlerons la semaine prochaine, le nouveau film de Damien Chazelle, donc Babylone, sur les années
on va dire, l'âge d'or d'Hollywood, années 30-40, où visiblement il prend un peu trop peut-être pour argent comptant les bouquins de Kenneth Anger, Hollywood Babylone, qui était un tissu de racolage de racontard, de commérage et de légendes hollywoodiennes. Et bon, en tout cas, assez curieux de voir ça quand même. Pourquoi pas jeter un œil. Voilà, j'espère que ça va pas tourner au Baz Luhrmann. Oui, non, moi non plus. Dans 3 heures aussi. Oui, mais ça a l'air boursouflé. Oui, mais je pense que comme c'est moins pénible qu'un Baz Luhrmann. Non. Sinon, film qui malheureusement ne passe pas à Rennes et que j'aurais beaucoup aimé voir, mais il sort dans une combinaison de salles absolument ridicule en France, dans 12 salles, donc ce qu'on appelle une sortie technique. C'est le nouveau film de l'excellente et très douée Lucie Halilovic, donc Airwig. Donc voilà, qui est en plus précédé quand même d'une excellente réputation. Il était au PIF au mois de septembre dernier, je crois, et à l'Étrange Festival. Donc malheureusement, il ne passera pas chez nous. Ouais, 12 copies quand même, putain. 12 copies, c'est vraiment un truc technique, là. C'est vraiment lamentable. Sinon, il y a une comédie avec des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle La guerre des Loulus. Parce que c'est toute une bande de copains qui s'appelle genre Lucien, je sais pas quoi d'autre. Lucien, et puis il y a Lucien aussi. Et voilà, et l'autre Lulu, voilà. Je préfère Au revoir les enfants. Voilà, avec Didier Bourdon qui a une grosse barbe dans le film. Écoutez, pourquoi pas. Sinon, il y a Brillante, un film avec Céline Salette, film on va dire, de femme de ménage exploitation, voilà, dans un cadre social, tout un ça. film social, okay. Voilà. Il y a un nouveau film avec Ramzi Bedjaks et Noémie Lvovsky qui s'appelle Youssef Salem a du succès. Okay. Ça m'intéressait moyennement, mais vu qu'il y a Vima Laponce qui joue dedans, peut-être. Et sinon, dans le cadre des comédies françaises, même, attention, je dirais même mieux, une comédie corse. Donc il y a Le Clan de Eric Fraticelli qui, l'année dernière, nous avait enchanté avec Permis de construire, qui était aussi avec Didier Bourdon. Qui creuse le sillon de la geste corse. Quoi. Exactement. D'autant que là, on pourra revoir dans un second rôle des acteurs avec qui il a déjà joué plusieurs fois dans ses sketchs et dans ses films, notamment Philippe Corti, le fameux DJ de Thierry Ardisson. Il reste à voir si le dispositif est performatif. C'est exactement. Je rappelle que Philippe Corti, quand même, son dernier film, c'est dans le dernier film de Olivier Marchal, où il joue un chef de clan, un chef mafieux. Oui. Oui. Il ressemble à rien, Philippe Corti. Il ressemble à un chauve qui a une barbe blanche, quoi, le mec de 55 ans et qui a l'air d'un vieux dégueulasse. Le mec était déjà has-been quand il était au top du hip-hop. Au top du hip-hop chez Ardisson, quand il faisait du hip-hop, le mot est vaste. Hein. Le mot est vaste. C'est pour reprendre une expression familière. Exactement, le terme est un peu ambitieux. Donc voilà, ce sont les choses qui sortent. Il n'y a pas grand-chose. Je me disais qu'il y avait Godland aussi, que j'ai vu passer. Exactement. C'est très bien. Il faudrait peut-être qu'on en cause. Écoute, moi je suis chaud. Il circule sur des réseaux aussi. Je crois qu'il passe encore en salle. Oui, il passe à l'Arvor, je crois. Il passe encore à l'Arvor, donc effectivement, un film qui est sorti en toute fin d'année dernière, le dernier week-end de décembre, et qui effectivement est peut-être un peu austère, mais qui est très très bien. Qui a l'air intéressant. Écoute, si j'arrive à le voir, tu me dis. Nous en reparlerons peut-être du coup la semaine prochaine. On en recause. Exactement. Voilà, donc nous allons passer à la section critique de cette émission. Remontons dans les années 80, à l'époque de la guerre, des gens qui se tapaient sur les pavés. La rue est un terrain, au même titre que les urnes, et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui, par conséquent, l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à aller plus loin, on ne discute pas avec l'extrême droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans certains cas extrêmes, mais on estime que l'extrême droite est un cas extrême, quoi. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était la Brigada Flores Magone avec Mauvais Garçon, précédé d'un extrait du documentaire Antifa Chasseur de Skin qui date de 2005-2008 si je ne m'abuse, car donc dans Antifa et de Skin il va en être question à l'occasion de la sortie mercredi dernier du premier long métrage de Jimmy Laporal Trésor, donc Les Rascals, qui nous ramène à cette époque donc de 1984, justement un petit peu avant
les guerres sur le pavé entre les antifas et puis les skins néo-nazis. Mais donc, je vais peut-être faire un petit rappel historique pour les jeunes qui nous écoutent, ou pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, 1984, premier mandat de François Mitterrand, le tournant de la rigueur après 2 années de grâce, comme on disait, donc le début du chômage de masse, mais aussi l'apparition des jeunes, donc de la 2e génération d'immigrés en France, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, que ce soit des Italiens, que ce soit de l'Afrique du Nord ou même encore, on va dire, de nos anciennes colonies en Asie, donc notamment du Cambodge et du Vietnam. Et donc dans tout ce marasme, évidemment, tous ces gens sont bien évidemment parqués dans les banlieues. De là va donc naître plusieurs courants musicaux qui vont d'abord se chercher un petit peu des poux, puis après se mêler. Donc évidemment, début des années 80, c'est la 2e vague du punk en France après la vague 76-77. Donc là, début années 80, ça part dans plusieurs directions, soit on va dire dans le punk rock avec des groupes comme Parabellum, ou dans l'alternatif avec des groupes comme les Berriennois ou bien Ludwig 2088, mais aussi il y a tout un pan on va dire, du punk urbain qui va naître, qui donnera après un peu en France la Oi, donc un mouvement quand même musical anglais à la base, avec des groupes assez marquants qui seront assez fédérateurs comme RAS, l'Infanterie Sauvage, il y aura Caméra Silence, ou d'autres groupes de rock ou de punk en France qui vont apparaître comme OTH à Toulouse, ou bien l'Assaut et Déglingué, donc en banlieue parisienne, qui est un groupe qui a quand même souvent chanté justement la zone et toute cette faune-là, parce que ça revient assez constamment dans les textes de La Souris, tout le microcosme skin ou non qui traînait à Paris et dans sa banlieue à la fin des 70 et au début des années 80. Et donc évidemment, c'est là aussi que va revenir en France un phénomène en France qui était plutôt quelque chose des années 50 et puis des années 60, comme en Amérique d'ailleurs, qui est donc le phénomène des bandes, des gangs, et donc des blousons noirs. Des blousons noirs et de la délinquance juvénile, donc comme on le disait, où il y aura plusieurs groupes, plusieurs bandes qui vont se créer en France, surtout à Paris, et puis dans sa banlieue, des gens avec des noms exotiques comme les Black Dragon, les Ducky Boys, les Fat Boys, les Red Warriors, ou bien donc les Requins Vicieux, qui étaient, on en parlait avant l'émission avec Erwan, la bande de MC Jean Gabin, avant qu'ils ne deviennent MC Jean Gabin, justement, qui partent faire ces petites affaires chez nos voisins allemands, tout ça, mais donc ils avaient donc des bandes, et évidemment en réaction, parce qu'il y avait aussi quand même ce phénomène qui a pris de plus en plus d'importance, mais qui était donc la réelle montée du Front National donc dans les urnes à partir du milieu des années 80, et où aussi était commencé à s'organiser en gang et en bande, principalement organisé autour des JNR, les jeunesses nationalistes révolutionnaires, de ce gros tas de houmous donc de Serge Ayoub, dit donc Batskin, qui était vraiment le chef des FAF de Paris. Et donc évidemment, ces bandes-là, au fur et à mesure des années, vont s'affronter dans une guerre, on dit, qui a été largement mythifiée par ses principaux participants, donc, qui est revenu à la fois à l'époque via des reportages sur TF1, sur France 2, sur les phénomènes des gangs, sur les phénomènes des faves dans les banlieues, et puis compagnie, et comment est-ce qu'ils ont peu à peu investi certaines rues de Paris, notamment le quartier latin, les Halles et la Fontaine des Innocents, et comment est-ce qu'à partir de 1985 et 1986, il y aura de réels affrontements dans les rues, comme on entend dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, où les antifas vont commencer à se structurer pour justement occuper la rue et déloger les FAF des rues de Paris. Phénomène qui, évidemment, depuis quelques années, a tendance à se reproduire en France, sauf que si on a bien les FAF qui investissent complètement les rues de France, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou même à Rennes encore assez récemment, pas si longtemps que ça, oui. Malheureusement, c'est vrai que la réaction en face est pour l'instant un peu trop molle. Que ce soit des pouvoirs publics, c'est une évidence que de toute façon, ils ne vont rien faire, mais on va dire que
le mouvement antifasciste en France, en tout cas dans sa réaction ou dans son côté le plus directement violent, ou en tout cas impactant contre les nazis, est pour l'instant quand même un peu plus faible qu'il y a à une époque. Sans doute parce que ça choque moins. Voilà, le discours est devenu un discours normé, enfin normal entre guillemets, qui est repris par tellement dilué justement tout ça. Donc, puis les antifas et les anticapitalistes, ça fait quand même quelques années qu'ils ont un peu le jeu de mortel, que ça se fait taper sur la gueule aussi, quoi. Ça se fait bien défouraillé. Et donc le film de Jimmy Laporal Trésor se passe un petit peu justement avant cet affrontement, on va dire, entre guillemets massif entre les FAF et puis les antifas. Donc il se passe en 1984. Il y a déjà plusieurs bandes en France qui sont actives et qui sont plus ou moins reconnues, notamment une des principales étant les Black Dragons, qui a été une des bandes les plus actives et qui surtout a connu le plus grand nombre de membres, parce que d'après eux-mêmes, au plus fort de leur popularité, ils avaient à peu près 900 membres en France, ce qui est quand même énorme, alors que la plupart des bandes tournent autour d'une vingtaine de personnes donc en général. Et donc là, ça nous ramène donc en 1984, où il y a donc plusieurs bandes avec des looks très marqués. Il y aura les rockab, il y aura plutôt les rockers, il y aura évidemment les punks, il y aura déjà des... Les ska aussi. Le ska beaucoup, puisque donc c'était le ska Two Tone qui était le plus populaire, qui nous venait aussi évidemment donc principalement de Londres. Et donc là, on allait faire une bande de 5 jeunes entre 17 et 18 ans, comme c'était d'ailleurs l'âge de la majorité des bandes à laquelle ils se forment. Qu'il y a aussi 5 jeunes qui donc viennent d'horizons divers. Il y en a un qui est d'origine cambodgienne, il y a un arabe, il y a un antillais. Il y aura un antillais, un autre que je pense un genre d'italien, voilà, tout ça. Et puis un petit blanc. Voilà, exactement. Donc vraiment un genre de... Un petit gaulois. Un melting pot, voilà. Mais qui ont pot. quand même un point commun d'habiter tous la cité. Exactement, c'est ça. Et qui sont, on le montre au début du film, qui sont tous copains d'école. En fait, c'est comme ça qu'ils se connaissent. C'est pas une espèce de... depuis qu'ils ont genre 10-11 ans. C'est pas une espèce de... C'est pas une espèce de construction, on va dire un petit peu artificielle de United Colors of Benetton. Je pense que c'est aussi de la part du réalisateur pour indiquer un petit peu le multiculturalisme. Et puis cette espèce de vie de cité qui est une vie de cité qui a un petit peu disparu aujourd'hui, où il y avait encore des blancs dans les cités, c'était encore assez mélangé, et où les gens pouvaient se retrouver par l'école en fait à l'intérieur d'un même groupe sans qu'il y ait forcément des questions de racisme qui se posent, quoi. Et donc cette bande de jeunes, donc les Rascals, qui portent leur nom sur leur blouson, avec un style justement très très 50s, très rockabilly. Voilà, on sent que c'est de la clinique, parce que même comment il s'appelle, le héros, donc qui est d'origine antillaise, dans la famille est d'origine antillaise, lui il écoute essentiellement du vieux doo-wop des années 50, quoi. Il écoute pas du tout on le voit pas du tout écouter de punk en fait quand il est avec son Walkman, en fait. Il a plutôt une culture qu'on sent qui vient de ses parents, qui vient des îles justement, puis qui vient de son grand frère en prison. Enfin voilà, on sent qu'il y a tout un héritage familial Et donc c'est plutôt une bande de gens, on va dire, relativement gentils, à part faire des vols de voitures. Ouais, alors quand le coup de poing fait stoche quand même. Hein, au début du film, et la drague un peu lourde. Normal. Mais donc au début du film, à part genre faire quelques petits larcins, c'est pas non plus forcément genre des gros méchants, quoi. Mais donc un jour, donc le personnage principal, donc Rico, reconnaît chez un disquaire, un mec qu'il avait tabassé quand il avait 11 ans, en 1979. 77. En 77 donc, et donc par réaction un peu vive, il va fracasser littéralement la gueule sur le comptoir, avec pour le coup des effets de violence qui fonctionnent hyper bien, qui sont bien sèches, qui font bien mal. Et donc à partir de là va avoir une réaction en chaîne, parce que donc la sœur de ce jeune homme qui s'est fait déboîter la gueule donc a vu l'agression. Elle est un peu traumatisée par la chose. Elle va en parler à certains de ses petits camarades qui se trouvent être des gros nazis. Bah oui, puisqu'elle est étudiante en droit à Assas. Donc ça, c'est quand même évident. Et donc là, de fil en aiguille, va se créer une réaction. Une spirale de la violence. Une spirale de la violence, monopole de la violence dans ta délinquance. Et donc effectivement... Et du coup, ça ressemble beaucoup effectivement à un film des années 50. Oui, voilà. De ce point de vue. Ça ressemble un peu à West Side Story. Exactement, je pense à ça. C'est un petit peu ce côté-là, sans histoire d'amour, quoi. Les références évidentes sur les films de gang, que ce soit le film... Scorsese un peu aussi. Le film de Kaufman avec les seigneurs,
les films de The gang. Wanderers, non, c'est Oui, celui-là. c'est ça, The Wanderers, donc les films de délinquance juvénile, comme il y en avait beaucoup dans les années 50 et puis les années 60 justement. On voit clairement que c'est quand même une de ses références à la fois en termes de style des personnages, justement, en termes de propos un peu. Mais ce que je trouve qu'il y a bien dans le film, on va revenir sur plusieurs autres aspects, il y a quelques petits trucs que je trouve ratés, mais la chose qui, je trouve, fonctionne le mieux, c'est justement la bande en elle-même, à la fois parce que ça joue hyper bien, il y a une vraie cohérence de groupe, et qui surtout, à l'inverse de pas mal de films de bande, où en général, il y aura toujours un mec qui va trahir, ça va être une sale poucave, et le truc va merder à cause de lui. Là, au contraire, les membres du groupe restent quand même unis, malgré que... Même s'ils s'engueulent. Hein, même s'ils s'engueulent parfois assez violemment, le groupe reste uni, justement. Et je trouve que ça montre bien, justement, cette chose dont parlent souvent les membres de gang, qui est que certes, ils font les cons, ils se battent, parfois, il y en a même qui se font blesser ou pire, mais c'est quand même un truc qui est structurant quand on est un jeune qui est un peu paumé et qu'on pense qu'on va avoir une vie de merde parce que les parents ont déjà pas une vie hyper facile. C'est un truc qui est structurant et qui finalement aide à faire grandir dans un environnement qui a priori n'est pas ultra funky justement. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien dans le film. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Les acteurs il y a toute une troupe de jeunes acteurs qui sont très bien. J'ai apprécié le fait que les méchants, on va dire, donc les skins, notamment le chef des skins, sont bien odieux, mais ils sont pas. Je trouvais qu'ils sont pas trop en fait. Tu vois le fait que et j'ai trouvé bien. C'est plus dans le second rôle où parfois. Et j'ai trouvé bien que la fille soit pas l'espèce de courroie de transmission de la tolérance en fait. Non, parce que elle-même, elle plonge gentiment. Quand même, parce que elle a déjà, on va dire, plus ou moins des accointances avec les idées elle est déjà assez conservatrice au départ quoi. Et d'ailleurs ce qui amène à une scène d'engueulade avec son frère, puisque son frère c'est un skin, mais c'est un skin de 77 quoi. Ancien punk, donc voilà, plutôt donc c'est pas un mec d'extrême droite lui, c'est un mec effectivement qui est assez dans la violence, dans les choses comme ça, mais c'est probablement des réflexes racistes, mais qui est pas en tout cas engagé dans puis qui le dit clairement que c'est pas son truc hein. Il exprime clairement que les trucs de facho c'est pas et pour lui c'est des blaireaux quoi. Enfin, voilà. Et je trouve que voilà, c'est plutôt, même dans le groupe principal, le fait de ne pas les héroïser non plus trop, en montrant que voilà, il y a aussi des accès de violence, il y a de l'irresponsabilité, qu'il y a des conséquences sur la vie familiale, et sans jamais les rendre antipathiques. C'est ça qui est bien aussi, quoi. Je trouve que je trouve que l'équilibre. Ouais, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que moi j'avais un peu peur parce que l'affiche est pas terrible. Je trouve que l'affiche laisse penser à une comédie française un peu, tu vois. Comme la bande-annonce qui était vraiment pas très vendeuse. On a l'impression qu'on va voir les crevettes pailletées, voilà, tu vois, dans les années 80. Et en fait, pas vraiment. C'est vraiment plutôt un truc d'amitié, quoi. Mais on retrouve un peu Outsiders, on retrouve un peu Coppola, on retrouve un peu Kaufman, on retrouve un peu tout ce cinéma à la fois des années 50 et du début des années 80. Mais pour le coup, vraiment ancré dans un imaginaire français qui, même s'il a été assez documenté, il y a pas mal de trucs sur France Culture dans les 2-3 dernières années sur justement les gangs ou bien les skins en France, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a assez peu représenté en tout cas. Une espèce d'histoire parallèle, cette histoire souterraine en fait. Parce que autant des films de banlieue dans les années 80, il y en a plutôt pas mal justement, mais ça abordait pas forcément ce terreau-là. Il pouvait y avoir des personnages de skins, de choses comme ça. Enfin moi il y a des choses comme ça qui pouvaient apparaître, mais de manière épisodique. Ouais, et puis je pense que c'était toujours vu aussi par des cinéastes ou par des scénaristes qui étaient pas des gens vraiment qui avaient connu en fait les histoires de rue. C'est-à-dire c'est des choses qui se faisaient, mais tu vois j'ai pas d'exemple précis comme ça en tête, mais voilà même dans La Haine, tu vois. Ouais, mais dans La Haine c'est pas plus tard quand même, quoi. Dans La Haine, quoi. C'est quand même 95 quand même. Donc, mais voilà, mais plutôt un regard un peu extérieur, quoi, un petit peu. Alors que là, on sent qu'il y a quelque chose d'assez personnel, quoi, de la part du réalisateur, on sent que ça a à voir avec son histoire familiale. De toute façon, il a quasiment l'âge du personnage principal à l'époque, parce qu'il a 54 ou 55 ans, je crois, l'apport à le trésor, donc c'est. Et c'est pas vraiment un film sur le combat entre les skins et les antifas, c'est plutôt la naissance. Oui, parce que d'un groupe antifa en fait. Parce que la fin du film, t'as un peu l'impression que c'est genre Antifa Begins, quoi. Ouais, c'est un avec peu les bombers se retourner. Ouais, c'est un peu la suite au et avec le lien avec le hip-hop. Oui, justement, avec l'apparition du rap qui est toute une sous-culture qui va
Et avec qui va cette vraiment histoire influer aussi sur les puis avec gangs. cette histoire d'agressivité, il y a une scène justement avec le petit frère du héros qui se passe dans une espèce de cave où il y a une espèce de concours de breakdance avec Sydney qui fait le MC. Donc moi, j'étais très content de voir Sydney qui est quand même une personnalité importante. À chipper, à choper carrément quoi. Et donc ça a toujours été un truc moi qui m'a beaucoup intéressé dans le hip-hop, c'est que le breakdance, mais même d'une manière générale le rap ou les clashs en rap, en fait, c'était un viatique, c'était un moyen de détourner justement la violence qui, aux États-Unis, était une violence qui tuait des gens, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de mecs qui sont restés sur le carreau entre 80 et 85. Oh bah, même il y avait quand même vachement de un rappeur qui dépasse les 30 ans, il a gagné sur la vie. Non, il y a des rappeurs de 60 ans, oui. voilà. Mais c'est ceux qui c'est ceux qui se sont arrêtés justement et qui sont partis justement dans une voie, Afrika Bambaataa, KRS-One, et même d'une certaine manière Public Enemy, qui sont partis plutôt sur un truc beaucoup plus politique, mais de trucs ou Cypress Hill, sur la côte ouest, et de trucs vraiment de sublimation de la violence par la pratique musicale, et justement le film est intéressant pour ça, parce que le film montre comment est-ce qu'en fait parallèlement le punk et moi c'est un truc que j'ai toujours pensé. Moi j'ai toujours pensé que le punk et le rap étaient alors le punk de gauche, je dis, mais que le punk contestataire et le rap étaient les deux faces d'une même médaille et la même expression, mais avec des origines culturelles différentes. C'est pour ça que tu vois, je parlais de la soirée des Guinguettes tout à l'heure. En 92, ils ont fait un album qui s'appelle Banzai, qui est hyper inspiré par le rap. Ils avaient fait jouer NTM en première partie de leur Olympia à l'époque. Ça fait genre un scandale. Et ce que disait le chanteur, donc Tylux, c'est que s'ils étaient arrivés genre en 84-85, ils n'auraient pas fait du punk, ils auraient fait du rap, parce que c'était la musique. Et il faut bien comprendre que le hip-hop, alors c'est pour ça aussi, le hip-hop à l'époque, avant 80, on va dire avant la fin des années 80, c'est pas encore le hip-hop qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ce hip-hop très matérialiste en fait. C'est pas du tout ça en fait. C'est soit de la musique de fête, Sugar Hill Gang on va dire, Grandmaster Flash, soit de la musique contestataire, et là c'est plutôt KRS-One, Public Enemy, et donc c'est une musique, pour moi le hip-hop, quand il est le mieux, c'est quand il retrouve sa veine contestataire beaucoup plus que sa veine, et la veine gangsta rap peut être une veine contestataire. Straight Outta Compton de NWA, c'est un vrai morceau, c'est un vrai morceau contestataire quoi. Et mais ça a été dévoré en fait, notamment dans les années 90, par le côté, alors d'une part par la commercialisation du hip-hop avec les MC Hammer, les Vanilla Ice et tous les petits blancs qui ont cru qu'ils allaient pouvoir faire du hip-hop, sauf qu'ils n'avaient pas le talent des Beastie Boys, qui eux aussi venaient du punk, avaient fait du hip-hop, enfin voilà, et voilà, c'est plutôt, et en fait le hip-hop tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ce côté un peu clinquant, c'est plutôt une création pour moi de la fin des années 80, beaucoup plus qu'une création, et c'est beaucoup plus proche du punk en fait dans l'esprit, c'est avec ce côté à la fois destructif et contestataire. Parce qu'il est arrivé au punk la même chose qu'au rap, c'est la récupération par le libéralisme et puis la simplicité musicale. Le fait que quand tu fais du rap en 84, tu fais du rap avec une SP1200, je veux dire, qui t'es pas obligé de vraiment savoir chanter. Le punk pareil, t'es pas obligé de vraiment savoir jouer. Ce qui compte c'est l'énergie, que tu mets derrière. Et pour moi cette notion d'énergie, pour moi ça a toujours été deux mouvements qui pour moi sont, alors même si moi j'ai penché plutôt du côté du hip-hop que du côté du punk, mais par contre pour moi c'est des faux jumeaux. Voilà, c'est vraiment des faux jumeaux. De toute façon, après les deux, et le film montre ça très bien. Moi, les deux mouvements après de petites divergences musicales, mais après de toute façon le hip-hop et le punk, ou disons voire même le rock alternatif, après on commençait à s'impliquer, à converger, parce qu'il y a eu tout le mouvement fusion. La fameuse BO Judgment Night du film Judgment Night avec Ice-T, qui est une merde, mais par contre la BO qui est un bijou. La BO c'est un bijou, mais voilà, et après il y a eu tout le fin 80, début 90, il y a toute la fusion qui arrive. Rage Against the Machine qui popularise ça vraiment beaucoup. Et c'est vrai que il y en a plein d'autres, il y a Biohazard par exemple. L'énergie de la musique, je trouve, se retrouve dans la mise en scène du film et dans la BO. Qui est pas du tout une BO ni hip-hop ni punk, mais qui est très bien. Je trouve. Il y a deux ou trois morceaux. Il y a Run DMC en générique de fin. Il y a un morceau de OTH, un autre de La Souris, quand ils vont à des concerts. D'ailleurs, je trouve que les scènes de concert sont peut-être les moins réussies du film. On sait que c'est toujours très difficile à faire des scènes de concert pour restituer un peu l'ambiance. En l'occurrence, le concert de La Souris. La première est pas mal. La première scène est pas mal parce qu'on voit ça du fond de la scène. On voit pas ça depuis la Alors que la deuxième, c'est le concert de La Souris à l'usine de Montreuil qui a été fermée en avril 86, ce qui avait donné lieu à cette fameuse une du Parisien.
200 punks attaquent la police, à l'époque où le squat avait été fermé, ce qui est quand même fabuleux, où je trouve qu'effectivement... Le Parisien, on l'invente pas. On ressent un peu moins le côté brut justement de l'ambiance entre les skins et puis les punks qui ne pouvaient pas se blairer. C'est pas fastoche à jouer. En fait. À rejouer, puis à rejouer, c'est pas à simple. reconstituer dans un truc d'ambiance, ça demande vraiment. Alors que je trouve que tout le reste du film, en termes visuels, c'est très beau. Il y a une excellente photo. Le film est bien, c'est bien filmé, maîtrisé. Je trouve que pour un premier long métrage, bon caméraman aussi. Il avait fait un seul court métrage avant, Jimmy Laporte le Trésor, je crois, qui s'appelle Soldat Noir, qui est sorti il y a 2-3 ans, mais vraiment pour un premier long métrage, avec je pense quand même des moyens assez limités dans sa reconstitution. Mais avec une vraie identité visuelle en fait, et qui, moi je trouve, reproduit assez bien les années 80 justement, sans trop aller dans la citation, sans trop aller dans le name dropping non plus, voilà. Mais le côté banlieue rouge, le RER de cité, concert dans des usines, voilà. Enfin et voilà, il y a des, je trouve qu'il y a notamment des plans de couloirs. Moi je trouve des plans où on suit les personnages dans des couloirs étroits. Là il y a quelques moments là quand le chef skin ramène la copine qui était en train de vomir là, qui repasse, qui remonte là justement dans cette fameuse usine. Et puis le plan dans l'hôpital aussi. Quoi, avec, il y a un truc dramatique évidemment qui se passe. Il y a plusieurs drames. Et puis des petits clins d'œil quand même à Malik Oussekine avec quand même l'apparition de deux voltigeurs à un moment donné. J'y pensais, voilà, quand même, où effectivement on a cette vibe années 80, mais je pense qui je crois est assez traité en fait ces temps-ci, parce qu'il y a eu plusieurs films comme ça sur ce milieu des années 80. Il y a eu une mini-série sur Malik Oussekine, il y a eu Nos Frangins de Rachid Boucharab qui est sorti en novembre dernier, justement qui traite de ça aussi. On va dire que c'était un peu une année anniversaire entre guillemets, même si le terme n'est pas terrible. Mais c'est vrai que ça m'a mis un peu un genre de climat de violence, que ce soit on va dire de l'appareil d'État ou de son inaction, et on va dire de la montée des extrêmes droites, que ce soit dans des milieux on va dire aristocratiques. Il y a notamment cette scène de meeting clandestin des nazis, meeting sectaire, voilà, qui est à la fois quand même assez grotesque, genre les qui est peut-être un peu surligné, voilà, avec des skins qui ont des fusils à pompe à côté, genre de vieilles biques pouponnées qui vont voir un prof d'Assas qui fait un discours, tu te dis voilà, ça c'est un peu tricky, ça tombe un peu dans le grotesque, quoi. Et en même temps, et en même temps, est-ce que c'est des trucs qui sont jamais... Enfin, tu vois, moi, je connais pas assez l'histoire des mouvements d'extrême droite, mais cette espèce de mélange entre les grosses brutes et les pseudo-intellos, c'est l'époque. Oui, parce que de toute façon, le JNR de Ayoub, après, a été le service d'ordre du FN de Le Pen. Donc, et il me semble que le chef skin, il fait partie du GUD. C'est ce qu'on voit dans le bureau étudiant à Assas. Et Assas a été un réservoir à fachos. Un bastion social, même, je dirais. Un réservoir à fachos avec les Alain Madelin, c'est plus dans les années 70, ça, quand ils avaient Occident, à la Madelin, Gérard Longuet, que des braves gens, quoi. Patrick Devedjian, que des braves types, quoi. Claude Guasguen, voilà, ils sont tous morts. Comme quoi, il n'y a pas de comme quoi. Ça fait pas vieillir. Avec le personnage du chef skin qui à la fin on montre vraiment qu'il s'est radicalisé parce qu'il s'est rasé le crâne. Ça m'a fait rire. Oui. Je veux dire, tu vois, parfois il y a quelques petites maladresses parfois de ton. Parfois c'est peut-être un peu, il y a des raccourcis, de potard un peu poussé, tu vois. Parce que de toute façon, genre par exemple quand tu parles des skins, il y a quand même une grosse composante qu'on a un peu tendance à passer sous le tapis, c'est que beaucoup des skins FAF sont eux-mêmes issus d'immigration. Donc on parlait de Ayoub qui est un Libanais, il y a le chanteur de Evil Skin qui était iranien, le chanteur de mais on peut être qui était cambodgien, pas limousin et d'extrême droite, mais exactement, c'est-à-dire qu'il y a comme il y a une frange, on va dire, de la deuxième génération qui assez vite, que ce soit par on va dire esprit de provoque parce qu'on est jeune, parfois par bêtise ou parfois par idéologie, ont basculé justement vers un extrême qui a priori leur était plutôt défavorable dans le discours. Parce qu'il y a comme des choses qui, en termes sociologiques... Voilà, c'est même à la limite de la psychiatrie, de toute façon. Alors, il faut aussi comprendre que ça dépend des communautés, parce que tu vois, les gens qui étaient d'origine vietnamienne, cambodgienne, c'est des gens qui fuyaient le communisme. Donc, l'anticommunisme pouvait servir de réservoir à ensuite un basculement vers l'extrême droite. Je pense que c'était valable aussi. Je pense que du côté iranien, je pense que il y a aussi eu des factions d'extrême droite à l'époque du Shah. Enfin, donc, c'est
il y a pas toujours eu que l'extrême droite religieuse, il y avait aussi une extrême droite militaire en fait. Hein, donc je pense qu'il y a aussi, je pense que ça peut sembler effectivement paradoxal. Je pense que ça a forcément des explications sociologiques et contextuelles en fait par rapport à l'époque, ou même historique par rapport à l'époque et au fait que, et c'est vrai que ça c'est un monde maintenant qui est difficile à comprendre parce que ce monde qui était quand même, enfin le monde est polarisé aujourd'hui, mais il n'est pas polarisé sur les mêmes choses en fait que dans les années 80 où il y avait vraiment le capitalisme d'un côté, le communisme de l'autre, et on se positionnait par rapport à l'un ou par rapport à l'autre, quoi. Alors que c'était quand même plus simple avant la chute du mur. Voilà, et donc finalement l'extrême droite était clairement par sa dénomination même associée à la droite, alors qu'aujourd'hui c'est presque considéré comme du centre droit, quoi. Je veux dire, par certains journalistes ou comme la vraie gauche, encore pire pour certains. Ou pire comme le vrai parti du peuple, quoi. Donc il y a une espèce de renversement. Il y a aussi eu un espèce de renversement typiquement orwellien, de renversement du langage, dans lequel l'extrême droite est toujours très très forte et qui mérite justement effectivement une réponse au moins aussi forte en face, quoi. Alors qu'en plus le film je trouve a une très bonne promo sur les réseaux sociaux, mais pas du tout à la radio ou bien à la télé, justement, où tu sens qu'il y a toujours ce blocage à la fois sur l'époque et sur le fait d'avoir autant de personnages noirs, par exemple, qui sont positifs ou en tout cas qui sont en lutte contre les nazis. C'est quand même dingue. C'est ça le truc, qui sont pas tous positifs. Par exemple, il y a une scène d'altercation avec les Black Panthers, qui suit d'ailleurs une très belle scène de montage où on voit la rumeur enfler et on voit comment est-ce qu'on grossit un fait pour que ça passe de bande en bande, et comment on fait monter la sauce, quoi. Téléphone arabe. Et là, c'est une jolie petite scène, que je trouve assez sympa. Et après, il y a cette scène avec les BP, quoi. Je veux dire, où les mecs, ils ont leur terrain, tu peux pas utiliser leur nom, et ils se font défoncer la tronche, noir ou pas noir, quoi, en fait. Donc il y a aussi, c'est ça le truc que moi j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la gentille France Black Blamber en fait qui serait en fait des gentils garçons, et puis ils sont loin d'être parfaits, mais c'est pas des boules de haine comme les autres. C'est ça le truc, c'est que ils sont pas motivés, ils sont plus identitaires. Voilà, ils sont plus motivés, c'est-à-dire que les héros sont plus motivés par une espèce de l'esprit de groupe, en tout cas, puis de pessimisme fondamental qui fait que le groupe devient le seul truc en fait valable, en fait. C'est-à-dire que même la famille se décompose, le départ à l'armée, le rapport aux institutions est totalement inexistant, et donc il y a cette idée, mais qui est quelque chose qu'on retrouve aux États-Unis, aussi dans la communauté noire, cette idée que au bout d'un moment tu te renfermes sur ton groupe, et là le groupe c'est la cité, en fait. C'est pas un groupe ethnique, c'est un groupe géographique, en fait, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une différence de classe sociale. C'est que les skins, il y a des bœufs qui sont des abrutis, mais ceux qui dirigent un peu, c'est les petits bourgeois. C'est les petits bourges, quoi, justement. Ce qui a toujours été le cas. Ce qui a toujours été le cas, sociologiquement. Il fallait des gros bras, des abrutis qu'on prenait dans le monde ouvrier, parce que c'était des blaireaux et que les mecs étaient faciles à retourner. Mais on a clairement un truc de classe sociale entre les deux, quoi. Et je trouve que là aussi, c'est ce que j'aime bien dans ce film-là, en fait, ce que j'ai apprécié dans le film, en fait, c'est que le film reste sur son histoire, c'est-à-dire qu'il c'est pas un film qui cherche à tout sociologiser non plus, à monter. C'est pas un film qui cherche à un film synthèse, qui serait une synthèse sur comment c'était à l'époque. Ça reste une histoire personnelle, l'histoire d'un quelqu'un qui est entre deux eaux, en fait, et qui va payer assez cher, justement, de fait d'être pas de la bonne couleur au mauvais endroit et à la mauvaise période. Restreignant l'ambition narrative que le film aurait pu avoir, justement, c'est là qu'il gagne sa force. Moi, quelque part, je trouve que le fait de faire un film de potes, parce que c'est un film de potes, et ça se conclut d'ailleurs comme un film de potes, je trouve que c'est plus... Oui, un petit côté un peu positif quand même. Oui, et il y a... et je trouve qu'il y a quand même... C'est quand même intéressant de voir l'histoire de cette période-là à travers un filtre qui reste un filtre cinématographique d'une histoire, qu'on raconte une histoire avec des personnages et pas le avec cadre une mise en scène où on va essayer de coller une histoire à l'intérieur. Je trouve que l'histoire prend quand même le pas sur le contexte, et ça j'ai trouvé ça plutôt, et quand le contexte est présenté, c'est plutôt bien fichu. Et on sent que c'est quelqu'un qui a connu cette époque-là, et qui finalement sait ce qui va comment en termes de lumière, en termes de son, en termes d'objets, comment est-ce qu'il va le montrer, quoi. Vous voyez, de montrer un téléphone filaire en bakélite, mais de le faire dans une scène où le personnage est en train de chercher du boulot. La scène à la NPE. Ah oui. Et voilà, où on voit Agence nationale pour l'emploi, les jeunes. Où il s'assoit sur les marches et il regarde les gens, il est avec son Walkman, et il regarde les gens qui font la queue,
et sans le savoir, en fait, il voit le futur. Et ça, je trouve que ça aussi, il y a des choses intéressantes, justement, c'est ce que ça dit sur le monde d'aujourd'hui, évidemment, sur comment est-ce qu'en fait, c'est les préparatifs, la montée de l'extrême droite, et sans dialogue, la montée de par l'image, et la montée de voilà les cités qui sont en train de la montée d'un sentiment, d'un ressentiment, voilà. Et je trouve que finalement il y a aussi cette ouverture qui est pas de faire un parallèle avec aujourd'hui, mais plutôt de montrer comment est-ce qu'on construit finalement le monde d'aujourd'hui, que le monde d'aujourd'hui vient pas de, contrairement à ce que dit BFM TV, c'est pas la violence, qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes, mon Dieu ils sont violents. Ben non, ils sont violents parce que cette théorie de la violence, elle est là depuis très très longtemps dans les quartiers et elle vient pas de nulle part, quoi. Très bien, donc c'est Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor actuellement dans vos salles, donc allez le voir si vous le pouvez parce que ça vaut carrément le coup, ça vaut clairement le coup. Pour un premier film, c'est plutôt exactement pas mal, encourageant, on a très hâte de voir la suite. Carrément. On va s'arrêter là et on va partir au Japon pour la gloire. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les fabuleux Caméra Silence avec Pour la gloire. Et de gloire va-t-il en être question ? Donc dans Beyond the Infinite 2 Minutes de Junta Yamaguchi, qui vient d'être édité en Blu-ray par Spectrum Film, qui est donc un film réalisé par donc Yamaguchi avec sa troupe de théâtre à laquelle donc il participe, Europe Kikaku, troupe de théâtre de Kyoto, qui réalise ce film au début de l'année 2020, un film très court de 1h10. Un film d'une bonne durée. Et un film exactement une durée qui devrait être la durée de 80% des films. D'une bonne durée sur un pitch relativement simple. Oula. Un gérant de café qui est amoureux de la voisine, remonte chez lui après sa petite journée de travail, son écran d'ordinateur s'allume et là il apparaît dans son propre écran et est en train de se parler car en fait il est relié à la télé qui est dans son bar, et sauf que son lui de la télévision lui dit qu'il est 2 minutes dans le futur. À partir de là va se créer tout un fil de situations rocambolesques, de retournements de situation et d'effets mindfuck, puisque donc on va parler évidemment de effets temporels et notamment de l'effet Drost, une manifestation, effet Vachkiri, qui est une manifestation visuelle de mise en abîme. Donc film tourné avec une petite troupe de théâtre en une semaine à peu près, shooté avec un appareil photo pour les plans sur les télés et sinon en plan séquence qui évidemment est un peu bullshité avec un iPhone. Thibaut, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Eh bien, moi j'avais un petit peu peur. Alors j'avais pas peur de la durée du film parce que voilà, un film dure 1h10. C'est parfait pour toi, je crois. Non, 1h10, c'est tout à fait ce que t'aimes, toi. Mais en fait, non, j'avais peur du film. Donc là, c'est clairement un film high concept, pour reprendre l'expression de Yannick Dahan, et j'avais peur un petit peu que le film se prenne trop au sérieux. Un peu petit malin. Ouais, petit malin, film de fin d'année d'étudiants. Et en fait, s'ils avaient cette gueule-là, en fait, non, pas du tout, parce qu'en fait, le film ne se prend pas au sérieux. Donc là, le film déjà tient son concept jusqu'au bout. Alors moi, les films de voyage dans le temps, j'ai toujours un peu de mal. Donc je me laisse vraiment, j'essaie d'arrêter de trouver des explications et puis je me laisse bercer un petit peu par le film. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le film n'a pas la prétention de proposer un discours quelconque de science-fiction. C'est un film ultra ludique parce que c'est ultra décontracté. Les acteurs et les actrices sont contents d'être là. Ils sont à fond. Ils sont littéralement à fond. Et du coup, voilà, ça fait qu'il y a un vrai plaisir. Je pense qu'il y a un vrai plaisir de jouer. Il y a un vrai plaisir de mise en scène parce que voilà, le plan séquence, alors même s'il est traficoté, mais quand même faire un plan séquence d'1h10, c'est quand même assez balèze. Et voilà, c'est un film qui ne se prend pas la tête, ne joue pas la carte du grand sérieux, du concept qui va
qui va un petit peu du film qui va être dépassé par son concept, et du coup le film est hyper agréable. Et après, moi, ce que j'ai vraiment adoré sur ce film là, c'est ce rapport au montage. Alors il n'y a pas de montage, il y a pas de montage, il y a un montage invisible. Il y a un montage invisible, mais en fait tout le montage se fait entre le plan séquence, donc une caméra qui est ultra libre, surtout que vu que c'est filmé avec un téléphone portable, donc du coup la caméra se balade un petit peu, et puis ces écrans d'ordinateur, du moins cet écran d'ordinateur qui lui est fixe, et en fait c'est le rapport entre ces deux écrans-là qui fait le montage, et ça je trouve ça absolument passionnant. De là à dire montage interdit, le principe de réalité, André Bazin, vous lirez André Bazin, comme tout étudiant en cinéma. Mais voilà, le film du coup est sans prétention. Il passe. Ultra efficace. Il passe. C'est un exercice de style. C'est un exercice de style. Qui dit pas autre chose que ce qu'il voilà. est. Quoi, donc, mais donc voilà, c'est une agréable surprise. Voilà. Après, le film ne va pas raconter autre chose que les blagues qu'ils vont faire devant l'écran, même s'il y a un petit côté sentimental. Et puis il y a un petit nœud dramatique à un moment, parce qu'il faut aller une péripétie pour nous. Voilà. On fait ce qu'on fait dans le cinéma japonais quand on a besoin d'un petit nœud dramatique, on sort des yakuza, des yakuza stupides, des yakuza débiles, yakuza débiles, et ça marche toujours très bien. Néanmoins, par son principe de montage ou de non-montage, c'est un film qui reste assez passionnant à ce niveau-là, et je trouve qu'il a bien géré son truc, sans prétention et sans convoquer les illustres prédécesseurs qui avaient fait des films sur le voyage dans le temps, Terry Gilliam. Harold Ramis, voilà. Docteur. Mais là, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la question du voyage dans le temps, en fait, il se débarrasse des concepts philosophiques qui sont associés à ça. Exactement. C'est-à-dire que comme c'est des gens comme vous et moi, en fait, les mecs, on peut prédire le futur. Bon, on va se faire de l'argent. Bon, mauvaise idée, évidemment, mauvaise idée. Donc ça commencer par faire des blagues à la con. Voilà, on fait des blagues stupides. Ils sont assez égoïstes. En fait, ils satisfont des pulsions assez égoïstes. Et il y a cette idée quand même que le voyage dans le, enfin c'est pas vraiment un voyage dans le temps, mais que la projection dans le temps finalement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une projection de 2 minutes. Et donc en fait, comme c'est 2 minutes, on peut pas faire grand chose en 2 minutes, on peut pas changer le monde, on peut pas juste descendre, voir ce qui se passe dans le passé. On peut juste faire que des trucs justement ludiques en fait. Ça peut être que quelque chose qui a à voir avec le jeu. Alors au bout d'un moment, ils trouvent un système. Et alors là, moi je trouve que le film devient vraiment sympa quand ils disent on va essayer de rallonger le temps en faisant justement des effets vache qui rit dans les télés. Voilà. Et donc du coup, les télés sont comme deux espèces de pôles comme ça, comme une espèce de dément géant en fait. Et les personnages passent leur temps à se retrouver devant, et nous on voit ce qui se passe. Enfin, il y a pas mal de. Et il y a des petits moments où c'est sympa quand il y a un moment, il descend l'escalier et là il porte la télé. Il porte la télé et on voit. Avec une gigantesque rallonge. Voilà, et avec la rallonge la plus longue du monde. Et les deux télés ont chacune des rallonges super longues. Et il y a donc sa serveuse et puis l'un de ses potes qui sont sur l'écran de télé. Et donc lui il descend et il est en train de. Je sais plus s'il est en train de discuter avec la fille qui vient de libérer. Et en fait, ils font silence, ils se font discrets parce qu'ils sentent bien qu'il y a une romance qui est en train de se passer alors qu'ils sont pas dans la même temporalité. Enfin, il y a plein de moments comme ça où ça joue sur l'écran dans l'écran en fait, quoi. Je veux dire, c'est assez malin, l'écran dans le cadre, et c'est plutôt bien fichu avec bien écrit justement. Voilà, c'est plutôt bien écrit. Les acteurs sont très sympas. Moi, j'ai trouvé. Et c'est bien sur le Blu-ray, il y a un petit making of du film pour voir un petit peu la complexité de la chose à tourner, à mettre en place. Alors pourtant, comme je disais, ça a été tourné en fait, ils se sont cassés le cul pour faire un truc qui est juste une marade en fait, quoi, qui est juste une petite farce sentimentale, très sympa par ailleurs. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte du tout. Mais la chorégraphie sérieusement des choses. Voilà, la chorégraphie est impeccable. Comme dirait le Bushido, les choses sérieuses doivent être prises avec légèreté, et les choses légères avec sérieux. Exactement. Voilà. Et là, c'est tout à fait une application cinématographique. Alors moi, ça m'a fait un peu penser au film de Zambar aussi. Oui, en fait, il y a ce côté film concept. En fait, c'est assez inspiré de One Cut of the Dead qui a été remaké par il y a un an par Michel Hazanavicius. Avec Coupé, qui était déjà un genre de high concept de film en plan séquence, de prendre un genre assez codifié pour le manier comme ça, quoi. Et de travailler et de montrer comment les deux films partagent le même truc, c'est de montrer les coulisses. C'est-à-dire que tu as des images qui sont cadrées, donc
toi, tu te fies à ces images-là, et en fait, au fur et à mesure, on va te montrer ce qui se passe en dehors du cadre, en fait, et on va révéler leur cadre, enfin, leur champ va se révéler, va devenir le champ. Et ça, c'est peut-être ça qui se rapproche un petit peu. On me dirait qu'il y a une influence de l'un sur l'autre. Je serais pas totalement étonné, mais ça reste, c'est un film tout à fait aimable. Et voilà, et puis voilà, 70 minutes, ça dure pas trop longtemps. Ça va jusqu'au bout de son concept. Et puis une fois que le concept est épuisé, au revoir messieurs dames, bonne soirée. Ciao, à la prochaine. Quoi. Et moi, je trouve ça très bien. Exactement, donc c'est Beyond the Infinite 2 Minutes qui vient de sortir en Blu-ray chez Spectrum Film, réalisé par Junta Yamaguchi. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur. Docteur, alors on parlait de boom bap et de hop hop. Ouais, ça sera un vieil album de hip hop que j'ai trouvé il y a pas longtemps, qui est l'album de Eazy-E, Easy Does It, de Eazy-E, donc ancien membre de NWA, qui a eu la malchance de mourir du sida. C'est d'ailleurs un des seuls qui soit pas mort par balle à l'époque. Quel original. Qui a eu l'occasion, qui est donc mort du sida dans les années. Qui a eu l'occasion de mourir dans les années 90 et qui était un des figures qui a une voix très reconnaissable, une des figures principales très particulière de NWA, et ça a été une assez grande perte pour le hip-hop américain et californien plus précisément. Merci. Carrément Fleuret. Musique également avec un autre style. On va partir en Autriche avec le merveilleux groupe de black metal atmosphérique Summoning et son album, notamment l'album Housebound. Voilà, merveille, black metal un peu minimaliste, mais voilà, une merveille de noirceur et de voyage dans les contrées lointaines, digne de J.R.R. Tolkien. Et autre groupe, alors là c'est aussi du black metal, mais là c'est bien dépressif, un peu on sait pas trop ce que c'est, du post-black metal, du black gaze. On sait pas trop, bref, passons. Le groupe s'appelle Auster, ce sont des Australiens, ils ont fait 2 albums. Les groupes comme ça qui annoncent la couleur directement. Et notamment l'album To Lay Like Old Ashes. Voilà, on mettra de côté la dernière piste qui dure 20 minutes, qui est un peu chiante, mais le reste de l'album, il y a 6 morceaux. Le reste de l'album, c'est hallucinant de beauté glaciale, notamment le titre The Dreadful Emptiness. Bon Dieu, je l'ai écouté, je sais pas combien de fois, ça dure 10 minutes, c'est mortel. Et sinon, petit big up au track 3-4-3 de Pep Genesio. Et ouais, Stade Rennais Football Club en force. Putain, c'est bon ça. Et moi, dans un tout autre style, ça va être un film pas super funky non plus. C'est The Last Hillbilly qui était sorti l'année dernière, qui suit pendant 7 ans une famille donc des Appalaches. Et, Justine en avait parlé. On avait très bien parlé de leur destin, leur vie un peu tragique qui commence à partir en sucette. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Valentin de la mise en son de cette émission. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir et nique les faf. Salut.